À 34 ans, Kyle David Watson est une énigme. Un tel sens des affaires n'aurait pas dû venir d'un étudiant ayant abandonné ses études. Il n'aurait jamais dû être difficile pour quelqu'un d'aussi intelligent de rester concentré à l'université. Son allure de garçon et ses vêtements décontractés ne correspondaient pas à son âge, sa timidité avec les femmes ne correspondait pas au désir qu'elles éprouvaient pour lui, ses manières paisibles et faciles à vivre ne correspondaient pas à sa rage froide et calculée lorsqu'il était assis au bar, face à son bourreau, sa fascination pour les gadgets et la technologie ne correspondait pas à ses capacités athlétiques, et son apathie pour les sports d'équipe, quels qu'ils soient, ne correspondait pas à son âge. Il n'est pas nécessaire que ce soit le cas. Il n'est pas nécessaire de se battre pour elle. Tu peux t'en aller avec elle et la voir encore. Oubliez ça. Je ne suis pas là pour la défendre. Elle m'a déjà choisi. Je suis ici pour vous transmettre quelques connaissances. L'homme derrière lui dégageait une arrogance juvénile que Kyle détestait autant que son vaporisateur corporel surpuissant, qui semblait flotter dans la pièce et sentir mauvais. Néanmoins, Kyle n'allait pas risquer d'aller en prison pour une bagarre, pas même une bagarre contre l'homme qui était avec sa femme, alors il avala le reste de son bourbon d'un trait et se leva brusquement. En se retournant, il vit exactement ce à quoi il s'attendait, un jeune homme d'au moins 15 cm de plus que Kyle et pesant 30 kg de plus, flanqué de 4 de ses amis, mais c'est ce rictus qui décida de son sort. Pas ici. Dans 1 heure, je serai chez Manny. Tu pourras tenter ta chance si tu te présentes et que Manny te laisse monter sur le ring. Oh, je serai là. Tu peux y compter. Mais si tu n'es pas là, je m'occuperai de toi la prochaine fois qu'on se verra. Ne vous inquiétez pas. Je serai là. Le jour où Kyle Watson a perdu sa femme, c'était le 6 octobre 2011, bien qu'il n'en ait pas eu conscience à l'époque. Lors d'une banale fête de bureau, il l'a vu embrasser un prétendant potentiel, un associé de plusieurs années son aîné. Elle savait qu'il l'avait vu aussi, et l'expression de honte et de panique sur son visage indiquait qu'elle était consciente qu'il s'était aussi fait prendre. Plus tard dans la nuit, lorsqu'elle a fondu en larmes et a manqué d'air alors qu'il était assis sur le canapé, elle s'est excusée, ce que Kyle a jugé suffisant, et ils n'en ont plus jamais reparlé. Bien qu'il s'agisse d'une erreur, il n'en a pas eu l'impression à ce moment-là. Le 6 octobre 2011 n'était pas du tout un mauvais jour. Cela faisait 9 mois qu'il était vide, 9 mois qu'il était perdu dans sa propre vie, dans sa propre maison, dans sa propre peau. 9 mois qu'il avait perdu sa petite fille. Voir sa femme embrasser un autre homme le rendait envieux, en colère et lui donnait la nausée. Il se réjouissait de ses sentiments. Au moment de l'accident, Emily avait 9 ans, une voix de petite princesse, des boucles brunes impossibles et un sourire victorieux. Elle était aussi têtue qu'une mule, obligeamment curieuse de tout, et capable de faire fondre son père d'un seul regard de ses yeux d'un bleu glacial. Emily ne manquait à Kyle que lorsque son cœur battait la chamade. Le jeune homme de 16 ans qui l'avait tué n'envoyait pas de texto, ne buvait pas et ne roulait pas trop vite, au contraire, c'était un conducteur de première année qui conduisait sa première voiture, un taco scrupuleusement propre qui n'était qu'un tas d'ordures. Personne, pas même lui, n'aurait pu arrêter la voiture à temps. Depuis que Kyle était enfant, la colline était un lieu privilégié pour les plaisirs de l'hiver. Il y avait près de 20 pieds de terrain plat entre le bas de la colline et la rue, 5 pieds de plus de trottoir et un banc de neige qui aurait pu arrêter la plus grande des chambres à air en cavale. Celle d'Emily aurait dû s'arrêter à temps, mais ce ne fut pas le cas. Les parents de Dana et Emily avaient fait de la luge lors de la première chute de neige importante de l'année, cette pousse de poudreuse immaculée ayant ouvert la voie à la mort de sa fille. Cela n'a pris que quelques secondes. Sa femme et lui s'apprêtaient à partir et essayaient de choisir le meilleur endroit pour déjeuner. Emily a choisi de courir jusqu'au sommet de la colline et de plonger sur sa chambre à air, la tête la première. Le père de Dana, Charles Whitmore, 3, avait raconté cette histoire macabre à Kyle des dizaines de fois, en s'excusant à chaque fois. Il pleurait en se souvenant d'Emily dévalant la colline encore et encore, grimpant chaque fois un peu plus haut, devenant de plus en plus courageuse à chaque ascension. Par la suite, une série de scénarios hypothétiques est apparue, et si Emily avait été plus âgée et avait pesé 5 livres de plus, ou si Emily avait tendu la main et touché la neige. Son élan aurait-il été stoppé? Seul l'avenir nous le dira. Cependant, la séquence d'événements qui s'est déroulée a été une symphonie exquise de cris, de freins hurlants, de sirènes et de gémissements, dont le point culminant a été la mort d'Emily Christine Watson à 11h46 du matin le 6 janvier 2011, un mois avant son 10e anniversaire. Lorsque Kyle se permettait d'être en colère, la pensée de ce qui aurait pu être et qui n'est presque jamais arrivé le calmait. Emily était née avec 6 semaines d'avance, et les médecins avaient transporté sa femme Emily, gravement malade, jusqu'à la salle d'opération, juste le temps qu'un seul test montre que les poumons sous-développés d'Emily fonctionneraient en dehors de l'utérus. Le vocabulaire de Kyle s'est enrichi à chaque minute passée à l'hôpital, apprenant des termes tels que prééclampsie,
hypertension sévère, césarienne, hémorragie, hystérectomie et soins intensifs néonatals, mais après seulement quelques semaines à l'hôpital, la mère et la fille sont rentrées chez elles en toute sécurité. Émilie étant trop petite pour être nourrie, Kyle a préparé une seringue et la nourrit, lui donnant le bout de son petit doigt pendant qu'il lui injectait lentement et laborieusement sa nourriture à travers le tube en plastique qui y était attaché. Cet acte a cimenté leur lien familial, mère, père, fille, mari, femme et enfant. Les 9 années qui suivirent passèrent rapidement, et Kyle en apprécia chaque seconde, ainsi que l'amour qu'il recevait d'Emily et de Dana, qui lui permettait de garder les pieds sur terre, d'être en sécurité et d'être entier. Il regrettait qu'Emily ne puisse jamais l'appeler une seule fois, c'était toujours « papa ». Papa. Ces choses et ces sentiments lui manquaient tellement, comme le fait de se retourner après avoir joué avec Emily pour trouver sa femme appuyée contre le cadre de la porte, un sourire satisfait illuminant son visage. Kyle savait que les séances de conseil ne se passaient pas bien, et il avait espéré que Dana se confierait à quelqu'un au sujet de ses sentiments, et le conseiller était son dernier espoir. Ce baiser n'était qu'un des signes qui avait mis Kyle mal à l'aise. Il avait essayé de parler de l'adoption, des familles d'accueil, de l'acceptation du fait que Dana et lui avaient aimé une petite fille précieuse et que cette partie de leur vie était maintenant terminée. Ils avaient fait leur deuil. Peut-être que cela n'a pas été suffisant, mais Dana est restée cachée derrière son travail, ses amis du travail, leur consommation d'alcool et d'autres comportements étranges. Kyle n'arrivait pas à exprimer ses sentiments. Miguel, Manny, Martinez était un membre de gang réformé qui travaillait comme responsable d'un centre communautaire pendant la journée et dirigeait le seul centre d'entraînement de boxe et d'arts martiaux mixtes de la région pendant la nuit. C'était aussi une bête, mesurant 6 pieds et 5 pouces et pesant 230 livres de muscles solides et ciselés. Bien qu'il dissimule la plupart du temps les tatouages qui racontent sa vie passée, la patte de tigre et les griffes qui s'enroulent autour de la base de son cou sont toujours visibles et constituent un rappel constant de son passé. Non seulement il était le meilleur entraîneur de la région des 3 États, puisque les champions des Gants d'Or et les étoiles montantes des arts martiaux mixtes recherchaient ses services, mais Kyle n'allait pas être son dernier et meilleur entraîneur. Après la cérémonie d'inauguration des nouveaux dispositifs de sécurité au Hyde Memorial Park, dont une clôture de sécurité de 3 mètres de haut, Manny est parti à la recherche de Kyle. L'homme semblait désorienté pendant son discours, mais Manny savait qu'il devait l'aider, il avait vu trop de familles perdre un enfant à cause de la violence. Au départ, leur discussion s'était limitée à des salutations et à des témoignages de sympathie, mais une camaraderie particulière est apparue entre l'individu qui avait perdu son enfant dans un accident et celui qui avait été témoin d'un nombre excessif d'abandons d'enfants. C'est Manny qui propose à Kyle de venir s'entraîner dans sa salle de sport pour décompresser. « Tu vas profiter de ta transpiration. Crois-moi, » avait-il dit à Kyle. Et c'est ce qui s'est passé. Le seul but de sa première séance de gym était d'épuiser Kyle. Manny a puni son corps avec des exercices de musculation et d'aérobic, le poussant plus fort lorsqu'il pensait qu'il ne pourrait pas aller plus loin. Après avoir raccompagné Kyle chez lui, Manny l'a aidé à entrer dans sa maison et à se coucher, où il a dormi pour la première fois depuis près d'1 an. Le lendemain soir, et presque tous les soirs par la suite, Kyle, endolori mais ragaillardi, s'est présenté à la salle de sport. L'entraînement, le combat, l'apprentissage et les discussions lui ont apporté un sentiment de concentration, de clarté et de connexion avec son corps et son esprit. Malheureusement, il n'était pas un très bon combattant. Manny savait pourquoi, il n'y avait pas une once de méchanceté dans le corps de Kyle, le mot arrogant ne figurait même pas dans son dictionnaire. Le corps d'un titan, l'instinct de tueur d'une souris. Cette prise de conscience fit sourire Manny, qui n'avait pas connu beaucoup de gens vraiment gentils dans sa vie. C'était un changement de rythme bienvenu. C'était tellement pitoyable et cliché que tout ce que Kyle pouvait faire était de glousser devant la corvée qu'était devenue son existence, mais cela l'obligeait aussi à se regarder dans le miroir et à admettre que, oui, il était malheureux, au moins, elle avait eu raison sur ce point. Je n'ai pas l'impression de m'amuser, et je devrais au moins m'amuser, étant ici et toi là-bas. Mais ce n'est pas le cas. Vous ne pouvez pas non plus être satisfait. Rien n'est permanent. Nous serons ensemble si c'est notre destin, mais cela n'arrivera pas tant que nous serons éloignés. Kyle prononça les mots à haute voix, ou plutôt les murmura, plus pour ses propres oreilles, afin de confirmer que ce qu'il entendait était réel. Kyle, chérie, ce n'est pas comme ça. Pas du tout. Dana, tout va bien. Mais ton grain de sel et tout ça. Je comprends. Écoute, je dois y aller. Plus tard, nous pourrons discuter. Kyle décida qu'il importait peu qu'elle soit belle ou gentille, elle ne voulait plus de lui et c'était tout. Pendant un bref moment, il s'est demandé, aussi ridicule que cela ait pu paraître à quiconque l'avait jamais vu, s'il pourrait à nouveau avoir une relation, après avoir perdu sa seule petite amie sérieuse. Dana Whitmore avait été la seule petite amie de Kyle. Pour être honnête,
bien qu'il ait un groupe d'amis exceptionnellement grand, des deux sexes, Dana était l'une des rares personnes avec lesquelles il se sentait vraiment à l'aise. Lorsque Kyle a abandonné l'université, il avait 20 ans et commençait sa première année. Tout le monde disait qu'il était fou, et même s'il admettait qu'ils avaient probablement raison, il n'arrivait pas à se lever le matin, détestait ses cours et n'arrivait pas à croire que certains de ses camarades de classe avaient même obtenu leur diplôme de fin d'études secondaires. Il savait qu'il ne se sentait pas à l'aise, qu'il n'apprenait rien de pertinent pour le monde réel, et il pensait que le pire scénario était de prendre un semestre de congé, de perdre la moitié de ses frais de scolarité et de réessayer plus tard. Cela n'a jamais été une préoccupation pour lui. Il était inhabituel pour quelqu'un de passer d'un emploi administratif subalterne au côté technique de la maison, mais il a commencé sa carrière dans la salle du courrier. Cela faisait à peine un mois qu'il avait commencé sa nouvelle vie lorsque l'homme a claqué le téléphone pour exprimer ses frustrations. Le client était furieux, exigeant un contrat $250 000, une nouvelle plateforme logicielle et l'équipement nécessaire pour la faire fonctionner. Cela aurait dû être simple, mais il recevait tous les jours des plaintes concernant des images déformées sur leurs écrans. Le service technique avait passé en revue les spécifications du travail à de nombreuses reprises, et la plateforme avait été testée maintes et maintes fois, sans aucun problème. Ce sont leurs écrans qui sont en cause, pas notre matériel ou nos logiciels. Après avoir déposé un colis, Kyle se dirigeait vers la sortie, sans vraiment prêter attention à ce qui se disait, sans faire de commentaires à personne d'autre que lui-même, si bien qu'il a été surpris lorsque l'homme l'a convoqué au bureau. Au cours des 30 minutes qui suivirent, Kyle expliqua l'article qu'il avait vu dans le journal le mois dernier sur les problèmes de compatibilité entre les moniteurs et les cartes vidéo de deux entreprises différentes. L'article lui était resté en tête parce que les deux entreprises étaient réputées pour fabriquer des produits de haute qualité, et il trouvait amusant que leurs produits ne fonctionnent pas bien ensemble. Kyle était charmant et plein d'esprit, et il connaissait des détails qui dépassaient son niveau d'expérience. Lorsque l'homme lui demande d'expliquer comment et pourquoi il en sait autant, Kyle n'a honnêtement rien à offrir. Je n'en suis pas certain. Un accès persistant de ringardise? Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Son nouveau superviseur a ri jusqu'aux ressources humaines. La semaine suivante, Kyle a commencé à travailler au service d'assistance technique. 6 mois plus tard, il est promu technicien principal. 6 mois plus tard, il a goûté pour la première fois à la direction d'un projet. Son leadership inhérent, son assurance et sa capacité réelle à communiquer avec les gens ont brillé sous les feux de la rampe, mais ce qui a vraiment attiré l'attention de ses supérieurs, c'est sa capacité à identifier des problèmes complexes et à fournir des solutions créatives et réalisables. Kyle a profité de son succès pour devenir le plus jeune chef de projet senior de l'histoire de l'entreprise. Ses copains étaient stupéfaits par son accomplissement, son patron était stupéfait et gloussait encore chaque fois qu'il racontait comment le gamin qui déposait son courrier avait sauvé sa réputation. Il a acquis une maison, une voiture et un chien, et il a de l'argent à revendre. Avant qu'elle n'arrive, par un après-midi arbitraire de juin, Kyle se sentait un peu vide, bien que les 2 années précédentes aient été les plus belles de sa vie. Il était assis sous son Porsche. Une fois, environ un mois après leur rupture, elle a essayé d'appeler Kyle, mais il a laissé l'appel sur la messagerie vocale et a effacé son message avant de l'écouter. Kyle s'est assis dans son allée, la voiture encore en marche, et l'a regardé fixement pendant un long moment. Il lui a ouvert la porte, n'a rien dit, lui a apporté un verre de jus d'orange, s'est procuré un verre d'eau glacée, et ils se sont assis à la table de la cuisine et ont siroté leur boisson, aucun des deux ne disant rien pendant un temps atrocement long, Kyle ne sachant pas quoi dire, Dana hésitant à plusieurs reprises avant de pouvoir sortir les mots. Kyle, c'est la pire chose que j'ai jamais faite. J'ai eu quelques rendez-vous. 2 fois avec un seul homme. Je suis vraiment désolé, Kyle, mais je jure que je n'ai jamais laissé quelqu'un d'autre. Je n'ai jamais. Avant qu'elle n'ait pu terminer, il l'embrassait passionnément de l'autre côté de la table. Dana a essayé de s'excuser plusieurs fois au cours des 48 heures qui ont suivi, mais elle n'a jamais réussi à aller jusqu'au bout de sa pensée. Emily est arrivée 1 an plus tard, et ils se sont mariés en moins de 9 mois. 3 mois s'étaient écoulés depuis ce baiser gênant, et les choses s'étaient améliorées. On avait l'impression que Dana donnait à Kyle un avant-goût de leur ancienne relation, pleine d'amour, de jeu et d'attention, mais elle refusait de parler de quoi que ce soit de significatif ou de vrai. Peut-être ignorait-elle que Kyle pouvait l'entendre sangloter sous la douche, ou qu'elle regardait parfois le mur ou perdait le fil de ses pensées au milieu d'une conversation, mais il la voyait, et il craignait que tous ses espoirs ne soient fondés sur une façade. « J'ai besoin de votre aide, Doc. » Après que Dana ait brusquement interrompu la séance et se soit précipitée hors du bureau, il y eut une brève période d'immobilité. Ce n'était qu'un baiser intime. Cela n'avait pas de sens à l'époque, et cela n'en a pas non plus aujourd'hui. J'étais sincère quand j'ai dit que j'étais désolé. Oublie ça. Mais plus Kyle y réfléchissait,
plus il s'inquiétait. Après tout, au moins ils en discutaient. Je fais de mon mieux pour vous aider, vous et votre femme, Kyle. Doc, j'en suis conscient. Et je vous en remercie. J'en suis sincèrement reconnaissant. Et nous voilà en train d'avoir une conversation. Et c'est quelque chose de positif, j'espère. Et je suis capable de l'accepter. S'il le faut, je peux m'accrocher à mes ongles. Je peux supporter d'être soutenu et d'être maltraité pendant que j'observe, que j'attends et que je suis patient, ou n'importe quoi d'autre, en fait. Je veux qu'elle revienne parce que je l'adore. Mais j'ai besoin de votre aide. C'était tout ce qui restait à Kyle, même s'il n'était pas un pleureur, ni un bébé, et qu'il n'avait pas l'habitude de plaider. Si vous m'informez que son état s'améliore, j'accepterai votre crédibilité. N'importe quoi ferait l'affaire, même une petite victoire ou une lueur d'optimisme. N'importe quoi. Dites-moi que vous l'avez vue. Dites-moi si vous l'avez vue, s'il vous plaît. Elle se rend sur votre lieu de travail une fois par semaine depuis 3 mois. Il doit donc y avoir quelque chose, n'est-ce pas? Quelques signes. Peut-être a-t-elle fait une déclaration ou pris des mesures? N'importe quoi me conviendrait. N'importe quoi. Mais j'ai besoin de quelque chose, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Le docteur Harris ne savait pas s'il devait rompre le secret médical dans ce cas, car Kyle n'avait pas l'air d'être désespéré, et il ne pouvait apporter aucune consolation à l'homme brisé assis dans son bureau. Au fil des ans, il a traité de nombreux cas de toxicomanie, d'infidélité et de maladie mentale, mais aucun n'était aussi tragique que celui-ci. Je suis désolé, je ne peux pas faire ça, c'est contraire à l'éthique. Kyle soupira si profondément et si longtemps qu'on aurait dit que son âme essayait de sortir de son corps. J'ai bien peur de ne pas pouvoir partager ces choses avec toi. Et même si je le pouvais, je ne pourrais pas te donner ce que tu demandes. Après un moment d'échec, Kyle tenta de contenir ses larmes et son irritation, même s'il savait ce que le médecin essayait de lui dire sans le lui dire. Oui, Doc, c'est exact. Regarde. Je vais simplement devoir attendre, je suppose. Nous nous reverrons donc la semaine prochaine. Après 2 semaines de remarques blessantes et de dédain général, le vendredi soir, la façade s'est effondrée. La façade s'était effondrée après leur dernière séance. Dana rentrait presque toujours en retard de son travail et s'arrêtait tous les jours pour boire un verre avec ses collègues. Kyle savait rarement où elle était et avec qui elle était. Je suis en état d'ébriété. Venez me chercher, s'il vous plaît. Je suis à la gare. Kyle avait pris un taxi pour le centre-ville et se tenait à côté du minivan de Dana lorsqu'il l'a aperçu sortant du club, accroché au bras d'un garçon en devenir. Le station était un pub universitaire. Le lieu de prédilection des garçons de la fraternité qui gaspillent l'argent de leur père. À une vingtaine de mètres de Kyle, ils s'arrêtèrent et Dana donna un bout de papier au jeune homme. « Appelle-moi. »« Tu parles, bébé. » Ils rentrèrent chez eux dans un silence relatif, Dana riant comme une ivrogne sur le siège passager, tandis que Kyle fixait la route devant lui, le noir qui l'entourait de toutes parts. Le spectacle avait été conçu pour lui, il le savait, et cela lui faisait mal. Manny ne pouvait pas s'arrêter de parler parce qu'un nouveau groupe de mauvais garçons attendant leur carte journalière au comptoir l'a encore plus étonné lorsqu'il a vu Kyle sortir sa tenue de combat de son casier et se changer en silence sur l'un des bancs. C'est $10 chacun pour la nuit pour utiliser l'équipement et partager un casier. Non, mec, je veux monter sur le ring. Le grand homme qui se trouvait devant le groupe était manifestement bien entraîné. Manny a posé les questions habituelles et le jeune homme a répondu avec précision. Il avait un passé de lutteur et était prêt à signer des décharges de responsabilité. Quelque chose dans cette rencontre n'allait pas, mais Manny n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. L'homme était hautain, et Manny en conclut que c'était simplement son aversion générale pour les gens arrogants qui avaient attiré son attention sur lui. D'accord, il n'y a pas beaucoup de gens qui cherchent à s'entraîner ce soir, mais c'est votre argent. Oh, je suis sûr que quelqu'un me donnera une chance, José. Manny répond, oui, crétin. Kyle s'assit seul sur un banc, la tête dans les mains, alors que tout le monde dans le gymnase était de bonne humeur comme d'habitude. Bien sûr, il y a eu des échanges de coups, des lancers de serviettes et une bataille d'eau. Jake Lichty était tellement excité à l'idée de monter sur le ring qu'il n'a même pas pris la peine de s'échauffer. Roré, l'un des entraîneurs, examinait son embout, ses gants et son couvre-chef tout en secouant la tête et en lançant des coups de poing comme s'il se préparait à un combat de prix. « Calme-toi, Rocky, personne n'est prêt à s'entraîner ce soir. » Roré s'est arrêté pour voir Kyle entrer entre les cordes. Power. Et, qu'est-ce qui se passe? Kyle est resté immobile pendant que Roré l'examinait. Ça va, Kyle? Bien, mec. Parfaitement bien. 30 minutes? 5? 11, n'importe quoi. Voilà, c'est un gros morceau. Manny s'est placé derrière Roré quand il a sonné la cloche.
Jake a lancé un coup de poing circulaire qui n'a pris que l'air, puis il a reçu un court coup de poing gauche. Kyle a ensuite envoyé un coup de poing vicieux qui a atterri juste au-dessus de la hanche gauche de Jake, puis il s'est éloigné au milieu du ring. « Attendez » a crié Manny sur le ring. « Kyle, avec des coups comme ceux-là, tu pourrais me faire oublier que tu n'es pas un grand combattant. » Puis, en riant, il est sorti du ring et a monté les escaliers jusqu'à son bureau. Le round de 5 minutes fut brutal. Kyle baissa sa garde une fois et se rendit compte que la piqûre sous son œil gauche lui ferait mal pendant longtemps, mais il marcha sans rien faire jusqu'à son coin et se tint debout, les coudes appuyés sur le haut des cordes, prenant de grandes respirations. Jake était recroquevillé sur son tabouret, portant une serviette à sa lèvre. Bien que le sang ait taché chaque partie de la serviette qu'il avait touchée, il n'avait pas autant mal que le reste de son corps. Ses jambes palpitaient sous l'effet des coups de pied successifs, et il avait déjà un bleu sur le tibia gauche. Ses joues commençaient à gonfler sous l'effet de tous les coups de poing qu'il avait reçus. À un moment donné, il a cru avoir le dessus en envoyant un énorme crochet du droit dans l'œil de son adversaire, mais celui-ci n'a pratiquement pas bougé. Alors que Kyle était momentanément sonné, Jake s'est précipité sur lui et a utilisé sa taille formidable pour le forcer à s'acculer dans un coin. L'échange n'a pas duré longtemps, car Jake a été contraint de reculer. Le bref intervalle se termina par un ding étouffé, et Jake, s'efforçant d'empêcher sa tête de se relever plus que nécessaire, eut l'impression d'être à bout de souffle. Kyle, lui, semble aller bien. Kyle se dirigea d'un pas assuré vers le milieu du ring. « Tu peux encore t'en aller. »« Pas question, mon vieux. »« D'accord, j'ai tenté ma chance. » Finissons. Plus tard, en y réfléchissant, Jake se rendit compte du nombre de fois où il avait sous-estimé son adversaire et où il s'était jeté dans la bataille de sa vie. Sa jeunesse et son endurance avaient contré sa taille, et sa rage avait contré son arrogance. Mais à ce moment précis, rien de tout cela ne l'avait empêché de grogner et de s'élancer vers les jambes de Kyle. Ce serait sa dernière erreur. Avec une force égale à sa taille, Kyle lança ses jambes en arrière, poussa ses hanches vers le haut et attrapa la tête de Jake. Le changement soudain d'élan fit tomber Jake au sol, sur le dos, et Kyle suivit rapidement le mouvement, comme un homme possédé. « Maman !»« Manny !» Rory cria, ayant fait de son mieux pour écouter la conversation et commencer à appeler à l'aide dès qu'il réalisa ce qui se passait, mais il était trop tard. Jake essayait de se protéger des coups de poing de Kyle avec ses mains, mais c'était en vain. Les coups se succédaient. Lorsque le nez de Jake s'est cassé et que le sang a giclé sur le sol, il a tendu le bras pour repousser Kyle, et c'était la fin de l'histoire. Manny descendit les escaliers en courant, juste à temps pour entendre le claquement, le cri terrifiant, et les pleurs commencèrent. Kyle a attrapé le poignet de Jake, a tourné ses hanches et a rassemblé le bras de Jake entre ses jambes. Son mollet gauche poussait contre la gorge de Jake, ses pieds, croisés aux chevilles, appuyés sur la poitrine de Jake. Kyle a poussé ses hanches en l'air et ses épaules sur le tapis. En quittant le ring, Kyle a jeté son équipement dans son casier, a plié ses vêtements dans ses bras et a quitté le gymnase. Il ne se sentait pas mieux, mais il ne se sentait pas non plus horrible. Dana désirait un homme qui ignorait tout de son conjoint, incapable de lui témoigner du respect et qui n'avait pas peur de lui. Elle lutta pour trouver sa clé et l'insérer dans la serrure alors que son corps était pressé contre la porte. Elle n'avait même pas pris la peine de vérifier s'il y avait quelqu'un dans les parages, ses seins enfermés dans un soutien-gorge étant visibles par tous les habitants de leur banlieue huppée. Kyle étouffa son rire lorsqu'Emily, qui n'avait que 4 ans, commença à espionner sa mère. « Papa. Papa. Maman doit recevoir une fessée. Elle a aussi enlevé toutes les fleurs et les pissenlits. Papa, toutes les fleurs. Avec un brumisateur, PSSHHH. » Et l'odeur était épouvantable. Levant les yeux vers Dana, avec le feu dans ses yeux qui faisait fléchir les genoux de Dana pendant qu'il murmurait, Kyle s'était penché pour serrer Emily dans ses bras. « Nous parlerons de ta fessée plus tard. Maman. » Asséqué. C'était fantastique. Dana sentit la voix de Jake lui arracher des souvenirs parfaits, et elle savait maintenant que tout ce qu'elle voulait était faux. « Lève-toi. Nous devons partir. Tout de suite. » Bien que Dana n'ait pas manqué son rendez-vous habituel avec le docteur Harris, Kyle n'était pas trop inquiet. La réceptionniste avait informé Kyle que Dana avait quitté le bureau en invoquant son manque d'énergie. Kyle se demanda si Dana souffrait d'une nouvelle gueule de bois. Ce n'était pas comme s'il vivait dans un quartier criminel, mais était-ce trop demander que de fermer et verrouiller les portes? Kyle était toujours irrité que la porte du garage soit ouverte, mais au moins il savait que Dana était à la maison puisqu'il savait qu'elle était fermée lorsqu'il était parti au bureau ce matin-là. Le fait que la porte d'entrée ne soit pas verrouillée l'énervait également. À quoi pensait Dana et où était-elle maintenant? Au milieu du couloir, en desserrant sa cravate, il vit que la porte au bout du couloir était entr'ouverte et qu'elle était brillamment encadrée par la lumière du soleil de midi.
C'est alors qu'il s'est rendu compte qu'il y avait eu quelque chose sur le sol. C'est à ce moment-là qu'il s'est inquiété, revenant sur ses pas jusqu'à l'entrée du couloir et regardant le morceau de tissu qu'il avait enjambé la première fois. Réveillée par un cauchemar, Dana était en pleine panique et regardait sa montre une fois de plus. Il ne restait que 2 heures avant que Kyle ne rentre à la maison, ce qui était à peine suffisant. Elle s'arrêta dans l'allée, réalisant à peine que la porte du garage était maintenant fermée, et laissa tomber ses clés en essayant de déverrouiller la porte d'entrée, se demandant pourquoi elle avait tant de mal avec cette chose. Elle s'élança, frôlant le couloir et la chambre, déshabilla la literie, ferma la porte et redescendit en courant, laissant tomber l'objet qu'elle tenait sur la table de la salle à manger et commençant à enlever sa jupe et son chemisier, les jetant sur la pile avant de se rendre compte de ce qui manquait et de courir, retournant vers le couloir et regardant autour d'elle. « Allez-y, s'il vous plaît. Dépêchez-vous. Connard. Tu essaies de les trouver ?» Dana leva les yeux, surprise, se couvrant par réflexe. « Eh, Kyle. Je m'excuse de ne pas t'avoir vu. » Un pantalon dans une main et un bourbon dans l'autre, Kyle était assis dans son fauteuil de cuir préféré dans le salon. « Mon cher, tu as manqué ton rendez-vous. »« Kyle, je ne me sentais pas. »« Sweetie, m'as-tu trompé dans sa chambre ?»« C'était une erreur. »« Miel, c'est sa sueur qui coule sur ta jambe ?»« Oh mon Dieu. »« Dieu, oh Dieu. »« Dana, tu l'emportes. »« J'ai fini. »« Tu as persisté à pousser. »« Vous l'emportez. » Dana a tendu la main vers lui, ce n'était pas possible. « Évitez de me toucher. »« Ne me touche pas. » Pas une seule fois au cours de leurs 10 années de mariage, pas une seule fois au cours de leurs années de fréquentation au collège, pas une seule fois au cours de leurs années d'amitié au lycée, pas une seule fois lorsqu'elle l'avait quitté pour aller étudier sur la côte ouest, pas même lorsqu'elle lui avait dit qu'elle pensait qu'il devrait voir d'autres personnes alors qu'ils étaient si éloignés l'un de l'autre. Kyle n'avait jamais élevé la voix devant elle depuis qu'elle le connaissait. « Kyle, je suis dé. Arrête de parler, Dana. S'il te plaît, quitte ma maison. Pars maintenant et ne reviens pas. » Il n'était pas question pour elle d'affronter ses parents, alors elle s'est changée aussi vite que possible en pleurant tout le long du chemin jusqu'à sa voiture. Elle n'a jamais compris pourquoi elle avait téléphoné à Jake, parce qu'il ne se connaissait pas bien et qu'il ne pouvait pas l'aider. Malheureusement, il a pris son appel et était tout simplement trop naïf pour reconnaître quand il était approprié pour lui de la laisser seule. Dana savait ce qui allait se passer lorsque Kyle ne s'est pas présenté à leur prochain rendez-vous de conseil, et ce soir-là, elle a fait une confession émotionnelle au docteur Harris qui a marqué le début du processus ardu et difficile de faire face à ses démons et de travailler à la guérison. 2 semaines plus tard, Kyle l'a appelé pour lui dire que la demande de divorce était en route et que l'huissier de justice la trouverait chez elle plutôt qu'au travail. Une fois de plus, alors qu'elle était sortie avec des amis pour regarder un film au méga-cinéma du centre-ville, Dana a vu Jake, le bras dans le plâtre, des ecchymoses massives autour des yeux, et elle n'avait jamais vu quelqu'un se retourner et s'éloigner d'elle aussi rapidement, encore moins quelqu'un qui avait manifestement été victime d'un accident de voiture peu de temps auparavant. Après des semaines de négociations avec le procureur, Kyle a plaidé non coupable de troubles à l'ordre public. Il savait que les personnes qui battent les autres finissent généralement en prison, mais il a eu la chance d'être accepté dans un programme de déjudiciarisation pour les primo-délinquants, qui l'obligeait à continuer à voir un conseiller. Il voyait déjà le docteur Harris, donc cela ne changeait pas grand-chose, et après 6 mois de séance et 1 an de mise à l'épreuve, son casier serait effacé. Manny lui a infligé une punition beaucoup plus sévère, 10 heures par semaine de travaux d'intérêt général au centre pour jeunes et 1 an sans accès au gymnase. Malgré cela, Manny a continué à entraîner Kyle dans son garage les week-ends, et au cours de leurs premiers mois de séance privée, Kyle était presque certain que Manny tentait d'exécuter une sentence de mort qu'il s'était lui-même imposée. Ce n'est pas que les étagères, les tables et les fauteuils en cuir de cerisier foncé soient chaleureux et réconfortants pour Kyle, mais il s'y assoit quand même. Ce n'est pas son premier choix d'endroit pour avoir une conversation, mais c'est tout ce qu'il a. Après 10 mois de lutte, Dana a finalement accepté les termes du divorce, demandant un dernier face-à-face avec Kyle avant de signer. Ils se remémorèrent les beaux moments qu'ils avaient partagés avec leur petite fille pendant sa brève vie sur Terre, et ils discutèrent de la mort d'Emily et de la façon dont elle les avait affectés, peut-être pour la première fois. « Kyle, je voulais juste te dire que je suis vraiment désolé pour tout ce que je t'ai fait subir. Je le pense vraiment. Tu as le droit d'être en colère contre moi. Je n'ai aucune justification. Cependant, j'ai parcouru un long chemin en matière de conseil, je sais ce qui n'allait pas et je promets de ne plus jamais te faire de mal. Et si tu me donnais une nouvelle chance de t'aimer et de former à nouveau un couple, je ferais n'importe quoi, n'importe comment. » Bien que, pour être honnête, il y ait pensé plus qu'il ne l'aurait jamais fait, Kyle s'assit en silence pendant 1 minute pour rassembler ses pensées, même s'il savait que c'était la direction que prenait la discussion. « Tu comprends, Dana.
Tu as ma conviction. Je le crois sincèrement. Et tu as mon amour éternel. Ça, c'est certain. Je pense que mon amour pour toi a toujours été là, et je ne le vois pas changer vraiment. Tu as fait partie des 3 plus beaux jours de ma vie. Le jour où tu m'as épousé, le jour où tu m'as donné Émilie, et le jour où tu m'as attendu sous mon porche quand tu es rentré de l'université. Je chéris ces moments, et je suis heureux d'avoir des souvenirs à chérir et de pouvoir les partager avec toi pour toujours. Rien ne pourra jamais faire de toi moins que l'amour de ma vie et mon premier amour. Tu te souviens quand nous avons fait l'amour pour la première fois? Je n'oublierai jamais cette nuit, Kyle. J'en suis conscient. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Tu te souviens de notre niveau d'anxiété? 2 enfants nerveux, qui se baladaient dans l'ombre. C'était si pitoyable, mon Dieu. Dana se mit à rire de bon cœur. Je suis au courant. C'est tout à fait exact. Et je me souviens que tu étais si mal en point et que j'avais si peur quand tu étais enceinte et que j'étais alité à l'hôpital. J'ai prié avec ferveur pour ta sécurité. Parce que je savais que je ne pouvais pas t'aimer plus que je ne le faisais déjà et que je ne pouvais pas vivre sans toi. Après avoir ramené Émilie à la maison, tu m'as fait vérifier le siège auto 4 fois et tu m'as interdit de rouler à plus de 25 km/h. J'ai compris que je pouvais vraiment t'aimer. Et j'ai compris que je pouvais vraiment t'aimer davantage et que je m'étais trompé. Et je l'ai fait. Ce sont ces souvenirs que j'emporte avec moi tous les jours et qui me font sourire. Mais ensuite, j'ai réalisé que la moitié de mon cœur est morte quand Émilie est décédée. Et à quel point j'avais besoin de toi. Et pour une raison que je ne comprends toujours pas, tu m'as rendu responsable de sa mort. J'ai subi punition après punition de ta part, sans trouver de réconfort dans ton étreinte. Pour un accident. Pour quelque chose que je n'ai jamais fait. Et après cela, tu m'as traité de façon irrespectueuse, tu m'as humilié et tu m'as mis dans l'embarras. Et je doute que je puisse jamais comprendre pourquoi. Ainsi, je te détesterai toujours, toujours, pour cela, peu importe combien je t'aime, ce que je fais, ou combien de fois je te pardonne, ce que j'ai fait. Même si c'est très peu. Malheureusement, je sais que c'est vrai, et je crois que tu le sais aussi, aussi triste que cela me rende. Oui, Kyle. Oui, je le sais. Dana, dans sa chambre? Ailleurs que dans sa chambre. Dana a donné à Kyle un doux baiser sur la joue et a signé les papiers en sanglotant, le laissant se demander s'il lui aurait dit au revoir s'il avait réalisé qu'elle repartait sur la côte ouest et qu'il ne la reverrait plus jamais. 1 an plus tard, en ce jour qui aurait été le 12e anniversaire d'Emily, Kyle était assis à l'ombre des énormes chênes, comme il le faisait chaque mois. Aujourd'hui, je t'ai apporté des fleurs. Ce sont les fleurs préférées de Madame Johnson, m'a-t-elle dit chez le fleuriste. J'ai pensé que tu les apprécierais davantage, même si la Saint-Valentin approche à grands pas et que les roses semblent être omniprésentes. Vous comprenez, pour être unique. À qui parlez-vous? La petite fille tomba soudainement à genoux juste à côté de Kyle, le faisant sursauter. Je parlais à ma fille. Comme mon père, elle est au paradis. En effet. Elle est au paradis, vraiment. Ma mère parle aussi avec mon père. Mais pendant qu'ils discutaient, elle s'est mise à pleurer beaucoup, alors j'ai pensé aller me promener. Tu lui as donné ses fleurs? Oui, en effet. Émilie avait une passion pour les fleurs. J'aime aussi les fleurs. Il y en a sur ma robe. Vous voyez? Elle lui montre sa robe en tirant sur l'ourlet avec ses petits doigts boudinés. Il y en a une. De plus, il y en a un. Je n'en connais pas le nombre. Mais il y en a beaucoup. Oui, il y en a certainement. Je m'appelle Brianna et j'ai 5 ans. Eh bien, Brianna, je pense que cette petite fille se fera un nom charmant. Je m'appelle Kyle. Vous reconnaissez ma mère? Elle dit que je suis aussi très beau. Votre mère semble être une femme très intelligente, mais je ne crois pas que nous nous soyons jamais parlé. Tu penses qu'elle essaie de savoir où tu es? Je le crois. Mais je ne sais pas si je dois y retourner. Elle m'a dit, ne bougez pas, et j'ai répondu, oui, madame, car c'est ce qu'on est censé dire quand on agit de manière appropriée. Mais je me suis ennuyé et je suis venu te rejoindre. Elle sera donc de mauvaise humeur à mon retour. Eh bien, je devrais peut-être vous accompagner pour qu'elle ne s'inquiète pas. D'accord, vérifions ensemble son humeur. Nous devrions peut-être apporter des fleurs. Quand mon père avait des problèmes, il apportait toujours des fleurs à ma mère. C'est une très bonne idée. Afin d'éviter d'effrayer la jeune fille, Kyle décida que leur meilleure option serait de retourner à la maison du gardien à la porte principale. Portant 3 fleurs du bouquet d'Émilie, il est persuadé que c'est là que se rendrait une mère dont l'enfant manque à l'appel. À mi-chemin, Brianna a pris la main de Kyle, qui titubait et avait du mal à garder l'équilibre sur l'herbe mouillée avec ses chaussures de ville. Lorsque ses larmes se sont calmées, Abby Jacobs a réalisé que sa fille Brianna n'était plus assise derrière elle.
Elle n'avait pas l'intention de perdre le contrôle et de se mettre à nouveau en mode crise, après tout, cela faisait plus d'un an, mais des difficultés financières l'avaient obligée à travailler 60 heures par semaine et à peine à joindre les deux bouts. Elle avait supplié son mari de vendre la moto, mais il ne l'avait jamais fait, et sa frustration et sa colère avaient à nouveau explosé. Elle a rapidement pris peur et s'est mise à parcourir frénétiquement les alentours des pierres tombales à la recherche d'une quelconque trace de sa fille. En regardant au loin, Abby vit Brianna assise sur ses genoux dans l'herbe, parlant à un homme. Elle fut choquée de voir que sa petite cacahuète s'était aventurée aussi loin, et qu'elle lui parlait vraiment. Brianna s'était retirée presque immédiatement après la mort de son père dans l'accident, refusant même de s'approcher d'un homme, pas même de son grand-père. Abby rit doucement en réalisant que cette robe sera bientôt comme toutes les autres, avec des taches géantes d'herbe à ses genoux. Abby se sentit obligée de courir chercher sa fille, mais elle ne sentait aucune menace de la part de l'homme, et elle les observa attentivement. Quelques minutes plus tard, les deux hommes commencèrent à revenir vers elle, mais elle ne pensait pas qu'ils l'avaient encore remarqué. Alors qu'ils s'approchaient, une larme coula dans son œil et Brianna lui prit la main, souriant et riant en enfilant ses chaussures de ville. Malheureusement, Brianna ne souriait pas beaucoup ces derniers temps, et Abby se sentait toujours chaleureuse quand elle voyait ce sourire. Sa fille avait d'excellents goûts en matière d'étrangers, grand et beau, c'est vrai, son jean et son t-shirt s'étiraient à tous les bons endroits pour suggérer que tous les meilleurs muscles étaient cachés en dessous, mais c'était sa démarche facile, son rire et sa voix douce, et le sourire collé sur son visage alors qu'il laissait Brianna ouvrir la voie, qui faisait revenir la sensation de picotement dans son estomac. Ces sensations délicieuses qu'elle avait réprimées pendant qu'elle faisait son deuil et qu'elle se débrouillait. Lorsqu'ils furent à une vingtaine de mètres, Kyle remarqua que la femme les observait, mais il ne tarda pas à prendre la parole. « C'est celui que vous possédez. Oh mon Dieu! Pourquoi t'es-tu égarée, Brianna ?» La femme s'est précipitée sur la petite fille et s'est penchée pour l'embrasser passionnément en serrant sa poitrine. « Maman, tu m'écrases les tripes. Jeune fille, ne refais plus jamais ça. » La jeune femme semblait avoir une vingtaine d'années, d'après l'estimation de Kyle. Ses boucles blondes, ses yeux verts et sa jolie poitrine s'accordaient avec sa voix sévère. Il réalisa qu'il avait fixé le sourire radieux de Brianna seulement lorsqu'il sentit qu'on tirait sur la jambe de son pantalon. « Nous avons un problème. Utilise les fleurs, murmura-t-elle un peu trop fort. « D'accord, d'accord. Je suis Kyle Watson. Bonjour. » Kyle tendit la main et la saisit, ayant du mal à la relâcher. « Jacobs, Abby. Je vous suis reconnaissant d'avoir sauvé mon enfant. Oh, ce n'était pas trop difficile. C'est pour vous, je suppose. Merci, Kyle Watson. De rien, Abby Jacobs. J'ai faim, dit Brianna. Brianna s'est jointe à elle pour qu'Abby ne se sente pas exclue, et Kyle n'a pas pu s'empêcher de rire. Puis-je vous offrir le déjeuner, mesdames? Avec un sourire, Abby a levé la main pour toucher son visage et s'assurer qu'il était bien là. Oui, je crois que ça nous plairait beaucoup.